La mort n'est pas un commencement. Pour Brigitte Bardot, elle n'est que le moment où la France est contrainte de regarder une décision mûrie depuis des décennies. Le 28 septembre 2023, à l'aube de ses 89 ans, le pays ne parle plus de cinéma mais d'un testament, de la madrague et d'un silence soigneusement construit. Ce récit promet de révéler si cet héritage est un acte final ou l'aboutissement logique d'un retrait volontaire du monde. La madrague apparaît comme l'origine concrète de la séparation. À la fin des années 50, au moment où sa célébrité atteint un niveau inédit après le succès mondial de Et Dieu créa la femme, Brigitte Bardot achète cette ancienne cabane de pêcheurs à Saint-Tropez. Le choix surprend déjà. Ce lieu n'a rien d'un symbole de réussite sociale. Il n'est ni vaste, ni luxueux, ni pensé pour recevoir. Il se situe à l'écart, tourné vers la mer, difficile d'accès, presque invisible depuis l'extérieur. À cette époque, Bardot est partout. Son image circule dans la presse internationale. Son corps est devenu un langage public, son visage un territoire collectif. La madrague ne répond pas à cette exposition. Elle s'y oppose frontalement. Là où Paris impose des salons, des invitations et des obligations, ce lieu promet l'isolement. Dès le départ, la maison n'est pas conçue comme une résidence secondaire, mais comme un refuge fonctionnel. Aucun décor spectaculaire. Aucun aménagement destiné à impressionner. Tout est pensé pour réduire l'interaction, limiter la présence humaine, filtrer les accès. La madrague n'est pas une villa au sens mondain du terme. Elle conserve longtemps son aspect rustique. Les murs sont simples. Les espaces sont contraints. Le confort est minimal. Ce dépouillement n'est pas accidentel. Il traduit une intention claire. Bardot ne cherche pas à reconstruire un monde idéal, mais à se soustraire au monde existant. La maison devient progressivement un espace fermé, non pas par peur immédiate, mais par lassitude accumulée. Chaque intrusion médiatique, chaque trahison sentimentale, chaque jugement public renforce cette logique de retrait. Au fil des années, la madrague cesse d'être un simple lieu de repos. Elle devient une position. Les règles s'y durcissent. L'accès est strictement contrôlé. Les visites sont rares et conditionnelles. Le nom n'y confère aucun privilège. Ceux qui entrent doivent accepter de disparaître derrière le silence du lieu. Bardot n'y cherche pas la reconnaissance, mais la maîtrise. Elle impose une hiérarchie inversée où l'humain n'est plus central. Les animaux y occupent une place croissante, non par romantisme, mais par cohérence morale. Ils ne demandent rien, ne jugent rien, ne négocient rien. Cette transformation est lente mais irréversible. La madrague devient un territoire gouverné par des règles fixes, non discutables. Elle s'oppose aux codes sociaux dominants. Pas de réception, pas de mondanité, pas de mise en scène. La maison agit comme un filtre radical. Elle exclut ce que Bardot refuse désormais d'affronter. La célébrité y est neutralisée. Le passé y est réduit au strict nécessaire. Dans cet espace, une idée se cristallise. Bardot comprend que la liberté ne se négocie pas. Elle se verrouille. La madrague n'est plus un refuge temporaire, mais une frontière définitive entre elle et la société humaine. Cette frontière n'est pas symbolique. Elle est matérielle, quotidienne, organisée. Chaque décision prise autour de la maison renforce cette séparation. Ce lieu devient le socle invisible de choix futurs bien plus larges. La madrague ne prépare pas seulement un retrait de la vie publique. Elle prépare une logique de transmission inversée. En refusant d'en faire un bien spectaculaire, Bardot pose les bases d'un héritage qui ne sera ni familial ni mondain. Comprendre la madrague, c'est comprendre le moment précis où la célébrité cesse d'être un capital à transmettre et devient un poids à neutraliser. C'est ici que naît l'idée que certaines choses ne doivent pas survivre à leurs propriétaires. La rupture avec le monde humain ne se produit pas soudainement. Elle s'installe dès le début des années 60, lorsque la pression médiatique autour de Brigitte Bardot atteint un niveau inédit. Chaque déplacement est observé. Chaque relation est commentée. Chaque silence devient suspect. Le regard public cesse d'être une reconnaissance pour devenir une contrainte permanente. Il ne se contente plus de voir. Il exige, interprete, consomme. Ce regard agit comme une violence douce, invisible mais constante, qui s'infiltre dans la vie quotidienne et ne laisse aucun espace intact. Bardot comprend alors que la célébrité n'est pas seulement une exposition, mais une dépossession. Son image ne lui appartient plus. Son corps devient un support collectif. Ses choix intimes sont traités comme des biens publics. La presse ne raconte pas sa vie, elle la modèle. Cette pression ne vient pas uniquement des médias, mais d'un système entier qui transforme la personne en produit. Plus elle se tait, plus on parle à sa place. Plus elle se retire, plus on la poursuit. La fatigue s'installe. Elle ne concerne pas uniquement le travail,
mais les relations humaines elles-mêmes. Les hommes qu'elle rencontre portent souvent le poids de son image avant de voir la personne. Les relations amoureuses se transforment en rapports de force, marqués par la jalousie, l'attente, parfois la domination. Le monde artistique, censé être un refuge, reproduit les mêmes mécanismes. Les plateaux de tournage deviennent des lieux d'exposition continue, où l'intimité n'existe plus. Cette lassitude ne se formule pas immédiatement en discours. Elle se manifeste par des refus, des absences, des retraits progressifs. Bardot continue à travailler, mais sans adhésion. Les films s'enchaînent alors que le désir s'érode. Le cinéma ne représente plus une création, mais une obligation. Elle joue encore, mais ne se reconnaît plus dans ce qu'elle incarne. En 1973, la décision tombe. Brigitte Bardot annonce publiquement qu'elle quitte le cinéma. Ce geste est interprété comme un caprice, une provocation ou une crise passagère. Il s'agit en réalité d'un acte de rupture définitive. Elle refuse désormais de participer à un système qu'elle juge destructeur. Ce départ n'est pas négocié. Il est net. Il marque la fin d'un lien avec une industrie qui a fait d'elle une icône tout en l'épuisant. À partir de ce moment, la distance avec le monde humain s'accentue. Bardot ne cherche pas à se réinventer socialement. Elle ne remplace pas une scène par une autre. Elle se retire. Les mondanités disparaissent. Les cercles se réduisent. Les relations deviennent fonctionnelles, souvent temporaires. La confiance se raréfie. Le monde extérieur est perçu comme instable, intrusif, incohérent. La madrague change alors de statut. Elle n'est plus seulement un refuge géographique. Elle devient une forteresse mentale. Ce lieu incarne une alternative radicale à la société humaine. Les règles y sont simples. Le silence y est respecté. Les animaux y occupent une place centrale. Ils ne trahissent pas, ne demandent pas de justification, ne transforment pas l'affection en transaction. Cette préférence n'est pas sentimentale. Elle est le résultat d'une comparaison prolongée entre deux formes de relations. Progressivement, Bardot cesse d'attendre quoi que ce soit du monde humain. Elle n'en attend ni compréhension, ni réparation, ni reconnaissance. Cette absence d'attente modifie profondément sa manière d'exister. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle ne cherche plus à expliquer. Elle se contente d'organiser sa vie selon des principes qu'elle juge cohérents. La rupture n'est donc ni un drame public, ni un effondrement personnel. Elle est un choix structuré, répété, assumé. La madrague devient le symbole matériel de ce basculement. Un espace où la célébrité est neutralisée, où les liens humains sont réduits au strict minimum, où la parole n'est plus une obligation. C'est dans cette logique que s'inscriront plus tard ces décisions patrimoniales, juridiques et symboliques. La séparation avec le monde humain n'est pas une fuite. C'est une réorganisation complète de la vie autour d'un refus devenu central. Nicolas Jacques Charrier naît au début des années 60, à un moment où la vie de Brigitte Bardot est déjà fragmentée par la célébrité. La maternité ne s'inscrit pas dans un quotidien stable. Elle apparaît comme un événement périphérique, difficile à intégrer dans une existence dominée par l'exposition publique et le rejet croissant du monde humain. Très tôt, une distance s'installe. Elle est à la fois géographique, affective et symbolique. L'enfant grandit loin de la madrague, loin du territoire que sa mère a choisi comme centre exclusif de sa vie adulte. Cette séparation ne relève pas d'un abandon soudain. Elle se construit lentement, sans affrontement direct. Bardot ne met pas en scène cette distance. Elle ne la revendique pas publiquement. Elle l'accepte comme un fait. Le lien mère-fils ne trouve jamais de cadre stable. Les rencontres sont rares. Les habitudes communes inexistantes. Le monde dans lequel Nicolas évolue n'est pas celui que Bardot a choisi pour elle-même. Au fil des années, cette absence devient structurelle. Bardot renforce son retrait. Elle se replie sur la madrague et sur un cercle de plus en plus réduit. Nicolas, de son côté, construit sa vie ailleurs, loin de Saint-Tropez, loin de l'univers médiatique, loin de cette maison devenue symbole d'exclusion autant que de protection. Il ne s'agit pas d'un conflit permanent, mais d'une coexistence distante, marquée par le silence plus que par la dispute. À la fin des années 90, la fracture devient publique. Brigitte Bardot publie ses mémoires. Certains passages concernant la maternité et la relation avec son fils provoquent un choc. Le ton est perçu comme brutal, sans atténuation, sans tentative de réparation. Elle n'y cherche pas la compréhension. Elle y affirme une incapacité assumée à correspondre au rôle attendu. Ces mots, une fois rendus publics, fichent définitivement la relation dans l'espace médiatique. Ce qui relevait jusque-là de l'intime devient une affaire exposée. Nicolas réagit par la voie judiciaire.
Le procès ne porte pas uniquement sur des mots, mais sur une reconnaissance symbolique. La justice intervient. Une décision est rendue. Sur le plan juridique, l'affaire se clôt. Sur le plan humain, rien ne se reconstruit. Le procès marque un point de non-retour. Il transforme une distance silencieuse en séparation actée. Après cela, toute possibilité de rapprochement public disparaît. Par la suite, une forme d'apaisement distant s'installe. Des échanges existent, ponctuels, discrets. Des regrets sont parfois évoqués, mais sans effet structurant. Chacun poursuit son chemin. Bardot s'enfonce davantage dans son retrait. Nicolas choisit une vie éloignée des projecteurs. Aucun geste de réconciliation spectaculaire n'a lieu. Aucun récit commun n'est proposé au public. Le silence devient la seule continuité possible. Dans ce contexte, la question de la transmission prend une forme particulière. Le testament de Bardot ne s'écrit pas contre son fils. Il ne repose pas sur une logique de punition ou de vengeance. Il se construit sans lui. Cette nuance est essentielle. L'exclusion n'est pas déclarée. Elle est induite par l'organisation même de la vie et des choix patrimoniaux. Bardot n'intègre pas Nicolas dans le monde qu'elle a bâti autour de la Madrague, de sa fondation et de ses convictions. Le lien familial ne constitue jamais un pilier de cette architecture. La filiation biologique existe. La filiation symbolique, elle, est absente. Bardot ne transmet pas une histoire, un lieu ou une mission à son fils. Elle fige ces éléments dans des structures qui ne nécessitent aucun héritier humain. Cette logique est cohérente avec une vie organisée autour du refus des compromis affectifs et sociaux. Ainsi, ce qui choque n'est pas une décision finale brutale, mais une évidence construite dans le temps. Le testament reflète une réalité ancienne. Le silence entre une mère et son fils devient l'un des éléments constitutifs de ce qui est laissé derrière elle. Il ne s'agit pas d'un drame spectaculaire, mais d'une absence persistante, devenue irréversible. La transmission familiale classique disparaît au profit d'un héritage sans descendance humaine, pensé pour survivre sans relation, sans interprétation, sans réparation tardive. La stratégie juridique constitue le cœur invisible de la transmission organisée par Brigitte Bardot. Elle ne repose pas sur un testament spectaculaire, mais sur une série de décisions prises très tôt, bien avant que la question de la succession ne devienne publique. Dès le milieu des années 80, Bardot comprend une réalité fondamentale du droit français. Un enfant ne peut pas être totalement écarté de l'héritage. La réserve héréditaire protège les descendants directs et limite toute volonté d'exclusion frontale. Elle choisit donc une autre voie. En 1986, elle crée la Fondation Brigitte Bardot. Ce geste ne relève pas d'un engagement symbolique tardif. Il s'agit d'un acte structurant, pensé pour durer au-delà de sa vie. La Fondation devient rapidement le centre de gravité de son patrimoine. Elle n'est pas conçue pour recevoir ce qui resterait après coup, mais pour absorber progressivement l'essentiel. Bardot ne cherche pas à contourner la loi par la confrontation. Elle l'utilise par anticipation. En 1992, la Fondation est reconnue d'utilité publique. Cette reconnaissance change tout. Elle confère à la structure une stabilité juridique renforcée et une légitimité institutionnelle. À partir de ce moment, la Fondation n'est plus un simple outil personnel. Elle devient une entité autonome, protégée, difficilement attaquable. Contrairement à un héritier humain, une fondation ne revendique pas, ne conteste pas, ne se divise pas. Elle applique une mission définie. Bardot comprend alors que la transmission la plus sûre n'est pas affective, mais structurelle. Elle commence à rediriger ses biens essentiels vers cette entité. Le processus est progressif, discret, irréversible. Chaque transfert réduit la part soumise aux aléas successoraux. Chaque décision diminue la possibilité d'un conflit futur. Elle ne laisse pas les choses au hasard. Elle organise un cadre dans lequel la succession devient une formalité plutôt qu'un enjeu. La Madrague occupe une place centrale dans ce dispositif. Ce lieu ne peut pas être traité comme un bien ordinaire. Il concentre trop de symboles, trop de projections, trop de risques de récupération. Bardot refuse que cette maison devienne un objet de négociation familiale ou publique. Elle choisit donc un mécanisme juridique précis. Elle cède la nue propriété tout en conservant l'usufruit. Ce choix lui permet de rester pleinement maîtresse de son espace jusqu'à la fin, tout en retirant le bien du circuit classique de la transmission. Ce montage n'a rien d'un abandon. Il s'agit d'un verrouillage. Bardot accepte de renoncer à la possession pleine sur le papier pour garantir une continuité conforme à sa volonté. La Madrague cesse d'être un bien transmissible au sens humain du terme. Elle devient un lieu sanctuarisé, affecté à une fonction précise, protégé des décisions ultérieures. Aucun héritier ne peut la vendre librement,
la transformer ou la détourner de son sens initial. Cette approche révèle une philosophie claire. Bardot ne prépare pas une succession. Elle neutralise l'avenir. Elle retire volontairement certaines décisions des mains des héritiers potentiels, de la famille, voire de l'opinion publique. Ce qui doit rester restera. Ce qui ne doit pas circuler ne circulera pas. Le droit devient un outil de contrôle posthume. La loi française impose des limites, mais Bardot les intègre à sa stratégie. Elle ne cherche jamais à provoquer un conflit juridique direct. Elle réduit simplement la matière du conflit. Moins il y a de biens personnels, moins il y a de désaccords possibles. Moins il y a d'interprétation, plus la volonté est respectée. La succession cesse alors d'être un moment de redistribution pour devenir une confirmation administrative. Cette construction s'étale sur plusieurs décennies. Elle ne dépend ni de l'urgence ni de la peur de mourir. Elle repose sur une cohérence idéologique. Bardot refuse l'idée même d'un héritage familial classique. Elle privilégie une continuité impersonnelle, alignée sur ses convictions. La fondation devient le garant de cette continuité. Elle ne remplace pas une descendance. Elle la rend inutile. Ainsi, le testament de Bardot n'existe pas principalement sous forme écrite. Il se manifeste à travers une architecture juridique rigide, pensée pour résister au temps, aux émotions et aux revendications. Chaque décision prise de son vivant ferme une porte future. Chaque choix transforme la mort en simple étape administrative. La stratégie atteint son objectif principal. Réduire les marges de contestation. Verrouiller le sens. Empêcher la réinterprétation. La transmission devient un fait accompli bien avant que la disparition ne survienne. À partir des années 2000, Brigitte Bardot engage un processus méthodique de dépouillement matériel. Il ne s'agit pas d'un geste impulsif ni d'une réaction émotionnelle. C'est une stratégie construite, cohérente avec tout ce qui précède. Les bijoux disparaissent progressivement. Les parures associées aux années de gloire sont vendues. Les objets liés au film, aux séances photos, aux moments emblématiques de sa carrière quittent son environnement. Rien n'est conservé par attachement nostalgique. Rien n'est sacralisé comme relique personnelle. Ce choix tranche avec l'attitude habituelle des grandes figures publiques. Beaucoup cherchent à figer leur image par des collections, des archives, des musées privés. Bardot refuse cette logique. Elle ne veut ni lieu de mémoire, ni sanctuaire dédié à sa légende. Elle rejette l'idée même d'un héritage muséifié. Conserver ces objets reviendrait, selon elle, à prolonger une mise en scène qu'elle a passé sa vie à combattre. L'objet célèbre attire le regard, provoque le désir, alimente la spéculation. Elle décide donc de le faire disparaître du circuit symbolique. Les ventes ne servent pas à financer un confort personnel. Elles alimentent directement la cause qu'elle a choisie comme seule continuité légitime. Les ressources issues de ces dispersions sont redirigées vers la protection animale. Ce transfert n'est pas un geste ponctuel. Il s'inscrit dans une logique de transformation. Le passé est converti en action. La célébrité est vidée de sa valeur marchande pour devenir un simple moyen. Chaque objet vendu réduit la possibilité d'une récupération future. Chaque pièce dispersée enlève une raison de se battre après sa disparition. Ce dépouillement progressif a un effet juridique et psychologique. Il assèche la matière du conflit. Moins il reste de biens personnels, moins il y a de points de friction. Les successions se déchirent rarement sur des idées. Elles se déchirent sur des objets. Bardot l'a compris très tôt. En supprimant les objets convoités, elle supprime les occasions de discorde. Ce qui subsiste est déjà affecté, orienté, verrouillé par des structures juridiques. La succession n'est plus un moment de partage, mais une simple validation de choix anciens. Le refus de créer un musée est central. Un musée impose une interprétation. Il fige une narration officielle. Il attire un public. Bardot ne veut ni visiteur, ni parcours, ni vitrine. Elle refuse que sa vie soit réduite à une chronologie d'objets. Elle refuse aussi que la Madrague devienne un lieu de pèlerinage culturel. Le silence qu'elle a construit serait rompu par la circulation des regards. En éliminant les supports matériels de la mémoire, elle protège l'opacité qu'elle revendique. Ce processus de soustraction n'est pas une négation du passé. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui a été vécu. Il s'agit d'empêcher que ce passé soit exploité après coup. Bardot ne veut pas que son héritage devienne une collection, un argument marchand ou un outil de légitimation pour d'autres. En se séparant de ce qui faisait sa valeur iconique, elle coupe court à toute réinterprétation opportuniste. La logique est implacable. Moins il y a à transmettre, moins il y a à discuter. Moins il y a d'objets, moins il y a de revendications. La stratégie repose sur une idée simple.
Le conflit naît de ce qui circule. Ce qui ne circule plus ne crée pas de conflit. En transformant ses biens matériels en ressources déjà affectées à une cause, Bardot ferme les issues possibles. Elle ne laisse rien en suspens. Elle retire toute ambiguïté. Ce dépouillement agit aussi comme une dernière prise de distance avec la célébrité. En vendant ce qui l'a rendue visible, elle affirme que l'image n'a plus de valeur propre. Elle n'est qu'un outil provisoire. Une fois utilisée, elle doit disparaître. Cette position radicale achève de rompre avec le monde du spectacle et avec ses codes de transmission. La stratégie a atteint son objectif. À mesure que les biens se raréfient, la succession perd son potentiel explosif. Il ne reste plus que des structures, des affectations, des volontés déjà exécutées. La mort ne déclenche rien. Elle confirme. L'héritage matériel a été dissous bien avant. Ce qui demeure n'est pas un patrimoine, mais une orientation irréversible. Une manière de dire que certaines vies ne laissent pas de traces à partager, seulement des choix déjà consommés. Dans les dernières années de sa vie, Brigitte Bardot demeure presque exclusivement à la Madrague. Le lieu n'est plus un refuge ponctuel mais un espace total, fermé, réglé, immobile. Les journées s'y ressemblent. Le rythme est lent. Le silence est constant. Les animaux occupent le centre. Les contacts humains sont rares, fonctionnels, sans débordement affectif. Rien n'est laissé à l'improvisation. La maison fonctionne comme un monde autosuffisant, détaché du temps social et de ses attentes. La Madrague ne relève plus de la propriété au sens affectif ou familial. Elle n'est ni transmise, ni partagée, ni montrée. Elle n'appartient pas à une lignée. Elle n'est pas offerte au public. Elle n'est pas destinée à devenir un symbole national ou culturel. Elle existe pour remplir une fonction précise. Protéger. Fixer. Empêcher la circulation. Ce lieu n'est plus un bien. Il est une position. Dans ce cadre, la question de la mort ne peut pas être dissociée de la question du lieu. Bardot ne conçoit pas sa disparition comme un événement public. Elle redoute toute forme d'exposition posthume. L'idée d'un cimetière fréquenté, d'un lieu de mémoire ouvert, d'un pèlerinage organisé lui est insupportable. Elle refuse d'être déplacée, visitée, commentée. Le silence qu'elle a construit de son vivant doit survivre à sa mort. Son souhait est clair. Rester là. Ne pas quitter la Madrague. Être en continuité avec l'espace qu'elle a habité, protégé, défendu. Il ne s'agit pas d'un geste romantique. Il s'agit d'une cohérence. Pour elle, ce territoire n'est pas un lieu de passage mais une appartenance. Quitter cet endroit reviendrait à rompre la logique même de son retrait. Cette volonté se heurte à la loi. En France, l'inhumation sur une propriété privée est strictement encadrée. Les autorisations sont rares. Les contraintes sanitaires et administratives sont lourdes. L'accord des autorités préfectorales est indispensable. Rien n'est automatique. Jusqu'au bout, l'issue demeure incertaine. Les démarches s'effectuent dans la discrétion la plus totale, sans annonce, sans revendication publique. Cette dernière exigence révèle la nature profonde de son testament. Il ne s'agit pas seulement de biens ou de structures juridiques. Il s'agit de contrôler l'après, de limiter ce qui pourra être dit, vu, déplacé. Bardot ne cherche pas à organiser une mémoire. Elle cherche à empêcher une récupération. Elle refuse que sa mort devienne un récit collectif. Elle veut qu'elle demeure un non-événement. Après la disparition, rien ne bascule réellement. Les décisions ont été prises bien avant. Les marges de manœuvre sont inexistantes. La Madrague ne change pas de fonction. Elle ne devient ni héritage familial, ni lieu public. Elle reste figée, hors du temps, attachée à une vision arrêtée. Le lieu n'est pas appelé à évoluer. Il est destiné à rester conforme à une idée sans interprétation possible. Ainsi, le testament de Bardot ne se lit pas comme un partage, mais comme une fermeture. Il trace une frontière définitive entre elle et le monde humain. Cette frontière existe de son vivant et se prolonge après sa mort. Elle ne cherche pas à être comprise. Elle n'attend ni adhésion ni pardon. Elle laisse derrière elle un espace silencieux, inaccessible, volontairement opaque. La question finale demeure ouverte. Ce choix est-il l'expression d'une liberté radicale, poussée jusqu'à sa forme la plus extrême, ou le signe d'une solitude jamais résolue? Est-ce une protection ultime de ce qu'elle aimait, ou une manière d'écarter définitivement ce qui l'a blessée? La Madrague ne répond pas. Elle se contente de rester immobile. Et dans cette immobilité, tout le sens de ce testament se concentre.